Bonsoir messieurs, dames. Merci pour votre présence. Je vais vous dérouler l'ordre du jour. Merci à monsieur le maire déjà de sa présence, de Louise Agathe, adjointe de quartier à la Procession, et Georges Brassens. On va commencer par l'ouverture d'un centre social et culturel dans le quartier, avec comme intervenant Sylvie Sérac, adjointe au maire chargée des solidarités et du lien intergénérationnel. Merci pour votre présence. Vanessa Stassi. Elle n'est pas là. Elle ne sera pas là. Bon, elle est excusée. Et Sophie Milkovic, chargée de projet de la préfiguration du centre social et culturel Atelier Nous. Ça sera dans un premier temps. Ensuite, on passera à la protection civile. Quel rôle dans la ville? Avec Clément Berthet, qui sera avec nous. Et enfin, on terminera par une nouvelle offre de santé dans le quartier, Cardipol, centre Victor Duruy, maison sport santé, avec comme intervenant Louise Agathe, qui est à côté de nous. Monsieur le maire, vous voulez prendre la parole pour commencer? Merci. Non, on va rentrer, vous êtes très loin, on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a un ordre du jour assez chargé. Moi-même, je pourrais rester pendant la première partie, d'autres activités ensuite. Bonsoir. Et non, je me réjouis simplement de la présentation qui va nous être faite, sur ces différents points d'ailleurs. Le centre médical aussi, c'est extrêmement important, mais notamment le centre social, parce que c'est un effort majeur qui est fait, je dois le dire, par la municipalité, qui est d'ouvrir un centre social au service des habitants dans ce secteur, alors que le centre social précédent, peut-être que les plus anciens s'en souviennent, alors que vous êtes tous très très jeunes, donc je ne suis pas sûr, c'est que nous avions un centre social dans le bâtiment de la rue Vigée-Lebrun, juste en face de l'école là, du 11, à l'OCMC Asile. Donc c'était un équipement qui permettait d'organiser beaucoup d'animations diverses, de soutien scolaire, de fêtes, de soutien social aussi, bien sûr, très important. Et cet équipement, malheureusement, a disparu pour des raisons diverses. Et je ne vais pas rappeler l'historique de tout ça, qui est assez sombre, mais enfin, voilà, il a disparu. Ce bâtiment, comme vous le savez, a été racheté par l'ARIVP, qui va y réaliser un immeuble de logement et une crèche, parce que nous demandions un équipement de petite enfance dans le secteur. On a toujours besoin d'équipements de la petite enfance. Et bien sûr, parce que ce bâtiment, en plus, était très vétuste et devait être détruit. Vous avez vu dans quel état il est. Peut-être certains d'entre vous étaient rentrés dedans déjà. Il devait être détruit, donc il le sera, remplacé par un immeuble de logement avec un local associatif, avec un local PMI et une crèche de mémoire, ce qui permettra aussi d'avoir quelques activités. Mais le centre social qui avait fermé il y a quelques années va donc se réimplanter au 133 rue Falguière. C'est, je dois le dire, un effort financier important de la mairie, parce que c'est le seul centre social qui sera ouvert dans l'intégralité de la mandature actuelle sur le plan parisien. Donc on en est très content. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce projet. Et surtout qu'on cherchait une implantation. Alors il y a eu plusieurs implantations possibles, mais finalement c'est celle-ci qui a été retenue. Et donc ça permettra d'avoir un pôle de développement social, même s'il y a d'autres structures comme l'espace social à côté, l'EVS à côté, Beignet qui sont présents. Je les remercie pour leur action d'ailleurs. Mais évidemment là ce sera quelque chose de différent, qui sera d'ailleurs organisé en fonction de vos souhaits aussi, largement. Et c'est un peu ça qui va nous être présenté. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire avant de vous rendre la parole. Merci beaucoup. Je vous prie d'excuser ma voix qui n'est pas très bonne, mais bien qu'elle soit bien meilleure ce soir qu'elle n'était il y a 2 jours. Ce n'est pas encore terrible. Voilà, comme l'a dit le maire, effectivement, en décembre 2017, le centre de l'OCMC Asile, qui était rue Vigée-Lebrun, a été obligé de fermer. On ne reviendra pas là-dessus parce que c'est une histoire ancienne maintenant. Et donc, depuis cette date-là, le maire et la ville, nous avons cherché à réimplanter un centre social et culturel dans ce quartier qui en avait besoin. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un centre social et culturel? C'est un lieu d'accueil tout public, sans distinction d'âge,
d'appartenance ethnique ou religieuse ou culturelle, ni de situation sociale. Et c'est avec en plus une dynamique intergénérationnelle. C'est une structure de proximité avec la participation des habitants et en partenariat avec des acteurs associatifs et institutionnels de son territoire. Alors une fois créé, le centre social culturel obtient, si tout va bien, un agrément délivré par la CAF sur la base d'un projet social conçu et mis en œuvre par le centre. Ce projet repose sur les besoins du quartier et tient compte des ressources et des locales et des moyens propres du centre. C'est un centre fait par les habitants, pour les habitants, et qui répond à leurs attentes et à leurs besoins. Et une fois agréé, le centre social et culturel est cofinancé par la CAF et la ville de Paris. Alors l'intégration de ce quartier dans lequel nous sommes, Bargue-Procession et un autre à Ballard-Périchot, comme vous, pas Ballard-Périchot d'ailleurs, a été labellisé quartier politique de la ville, quartier prioritaire de la ville par l'État et également quartier populaire par la ville. Eh bien, ça apporte un appui supplémentaire à la couverture des besoins du territoire ainsi qu'à sa dynamique d'émergence. Alors, le quartier Pasteur, Alray et Procession, dans lequel nous sommes, il est délimité, comme vous le savez, par le 6e au nord et par le 14e à l'est. Il est surtout marqué par un très fort renouvellement des générations, par des besoins sociaux importants, par une surreprésentation de parents isolés avec des enfants, environ 19% de cette population sur ce territoire, par une population importante aussi, près d'un tiers de la population est sans diplôme, ce qui est aussi assez important et 2 fois plus que la moyenne dans le 15e des autres quartiers, et par des foyers, 18% de foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors ce centre intégrera la rénovation importante de secteurs, avec la rénovation et l'extension du conservatoire, la revitalisation et la végétalisation de la place Kandinsky et du retournement du gymnase Falguière en lien avec Paris Habitat. Tout ça se fait, tout ça est long, mais tout ça avance. On en est au stade à l'heure actuelle du processus de l'émergence de ce centre, et c'est Atelier Nous, qui va vous le présenter dans un instant, qui est l'opérateur qui a été retenu. Et depuis septembre, Atelier Nous est sur le terrain, à la rencontre des habitants, des associations de ce secteur, pour faire émerger une association d'habitants eux-mêmes. Cette mobilisation des habitants est accompagnée par la ville, la mairie du 15e, évidemment la CAF et la Fédération des centres sociaux, pour la création d'une association qui va gérer le futur centre social et culturel où vous trouverez ce qui sera utile et nécessaire pour votre quartier. Donc ce n'est pas un centre qu'on implante comme ça de l'extérieur, c'est un centre qui émanera de ce que vous aurez demandé, suscité, évoqué et des besoins de notre quartier. Alors ça peut être des besoins très, très divers, hein. J'en cite quelques-uns, mais ça ne sera peut-être pas ça qui sera retenu. Du soutien scolaire, une aide linguistique, des animations, des activités aussi pour les seniors, de l'intergénérationnel, et puis aussi des ateliers couture, pourquoi pas, du théâtre, des dessins, accès aux droits, etc. Voilà. C'est très ouvert, hein, mais c'est en fonction de ce que Atelier Nous va voir sur le terrain que vous trouverez ces activités dans ce centre. Alors en juillet prochain, Atelier Nous doit rendre son étude des besoins du quartier, et ensuite, l'association retenue mettra en œuvre les préconisations proposées. Alors, le centre social et culturel pourra ouvrir et proposer, autant que faire se peut, les activités souhaitées et utiles dans ce secteur. Il s'installera au 133 rue Falguière, donc un petit peu plus haut dans la rue Falguière, et il partagera les locaux avec une maison sport santé dont on va parler par la suite de votre conseil. Alors, je vais laisser la parole à Atelier Nous, à Sophie Milkovic, qui va vous présenter ce qu'elle a déjà vu, ce qu'elle a déjà fait, et pour aboutir à la création du centre social et culturel. Oui, je veux dire, juste très rapidement, parce que Sylvie Serac l'a rappelé, mais nous avons vraiment établi une priorité de la réhabilitation de ce quartier, hein, qui en a bien besoin, avec des structures sociales et culturelles. Donc, tout ceci va être aidé considérablement par l'inscription du quartier Falguière en politique de la ville, avec un quartier prioritaire de la ville tel que je le demandais depuis 10 ans et que l'État nous a fait accorder au 1er janvier. QPOP aussi, quartier populaire par la ville de Paris. Donc nous avons des aides, ville de Paris et État, qui vont nous permettre de mieux accompagner les familles qui en ont besoin et de faire beaucoup de choses. Je donne un exemple, le fait que
nous ayons été intégrés dans la politique de la ville par l'État, voilà, quelques mois depuis le début de l'année. Ça nous a permis de sauver 2 classes dans les 2 écoles Vigée-Lebrun. Il y avait 2 classes qui devaient fermer, puisqu'on ferme à partir d'un certain nombre d'élèves, un certain seuil. Ces classes ont été sauvées, n'ont pas fermé, grâce au fait que nous ayons été inscrits en QPV. Vous voyez, c'est des choses très très concrètes quand même, hein. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, bien sûr, il y a la réhabilitation du secteur. Vous le voyez, il y a des travaux, ça dure très longtemps, les travaux d'urbanisme malheureusement. Enfin, il y a des travaux très lourds, hein, qui vont amener à la modernisation du conservatoire et l'augmentation de sa surface. Aussi le fait qu'on détruise les dalles sur lesquelles étaient bâties les tours, et puis qu'on végétalise et qu'on réaménage toute la place Kandinsky, qu'on rénove le gymnase Falguière entièrement. Enfin, vous voyez, je ne vais pas redire tout ce qu'on dit à chaque fois, mais c'est quand même des projets très importants qui ont été élaborés pour ce secteur et qui se mettent en place, évidemment, avec le temps long de l'urbanisme et de l'administration et des décisions municipales. Voilà, mais c'est pour vous dire que tout ça est dans un cadre plus vaste que je voulais rappeler. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour ces 2 mots de présentation, d'introduction. Donc, moi, je m'appelle Sophie Milkovic et je fais partie de l'Atelier Nous, qui est une agence d'urbanistes, de paysagistes et d'architectes, et qui se spécialise dans les projets qui demandent de la concertation, comme c'est le cas pour ce projet de centre social et culturel. Là, je vous ai affiché l'équipe au complet qui s'occupe de ce projet. Les 2 personnes que vous verrez le plus, ce sont Vanessa Stassi et moi-même, beaucoup sur le terrain, à la rencontre des associations, mais aussi des habitantes et des habitants, donc de vous. Donc, comme ça a été dit, mais je le rappelle, le centre social et culturel va s'implanter au 133 rue Falguière. Donc on voit que c'est en plein cœur du quartier prioritaire de la ville, en plein cœur du quartier populaire de la ville, donc dans un endroit assez stratégique. On sait où sera ce centre social, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va proposer et qui va le gérer. Donc c'est exactement ce que disait Madame Serac tout à l'heure. C'est vous qui allez décider de ce que ce centre pourra proposer dans le quartier. Et c'est un collectif d'habitantes et d'habitants comme vous qui vont gérer ce futur centre social et culturel. Nous, on a été missionnés pour 1 an. On a commencé en septembre. L'objectif final de notre mission, c'est de constituer un collectif d'habitantes et d'habitants, un collectif qui écrira le projet associatif du futur centre social et culturel et qui gérera ce centre social et culturel, dont Madame Serac a rappelé les objectifs, donc je peux passer. Notre mission, elle se décompose en plusieurs étapes. Une première étape qui est de l'ordre de l'immersion, pour qu'on comprenne bien le quartier, comment il fonctionne, qu'est-ce qui s'y passe, qui y fait des choses, quoi. Ensuite, on passera à une autre étape qui sera plutôt de l'ordre de la préfiguration. Donc on va proposer des événements qui seront autant de façons de tester des orientations pour le futur centre social et culturel. Et tout ça devrait nous amener à la fin de la mission où, à travers ces différentes actions, on aura accumulé assez d'informations sur le quartier et on aura mobilisé assez de monde pour que se dégage à la fois un collectif de personnes motivées pour porter ce projet et assez d'informations sur le quartier pour que ce collectif puisse écrire un projet associatif qui convienne au quartier. Pour l'instant, on est dans la première phase, qui est la phase de l'immersion. C'est une phase où on rencontre énormément d'associations. Donc ça a été la première étape de notre immersion. Et donc à chaque fois, l'objectif de ces rencontres, c'est à la fois de comprendre la structure, les activités qui sont proposées, les publics qui sont touchés, et aussi la manière dont ces structures peuvent fonctionner avec d'autres structures existantes sur le territoire. Et là, on vous a mis une représentation
de toutes les associations avec lesquelles on avait discuté déjà sur le territoire. Donc, par exemple, le VS Necker-Falguière est dessus, mais il y en a pas mal d'autres. Et on est encore en train d'en rencontrer quelques-unes. Donc, à la fin, on aura un panorama assez exhaustif de tout ce qui se fait déjà. Cette première phase d'immersion, elle va donner suite à une deuxième phase qui... Non, elle ne va pas donner suite. Elle va être suivie d'une deuxième phase qui sera plus de l'ordre de la rencontre avec les habitantes et les habitants. Parce que, donc, comme ça a été répété à plusieurs reprises, l'objectif, c'est que ce centre social et culturel, il réponde aux besoins et aux envies des personnes qui habitent le quartier, donc vous. Et pour aller dans ce sens-là, on va lancer cette deuxième phase de l'immersion avec un événement le samedi 14 décembre qui aura lieu dans la rue Aristide Maillol. C'est un événement vraiment un événement festif, rassembleur. L'objectif, c'est que ça fasse venir un maximum de personnes et que ce soit un moment privilégié pour que vous puissiez exprimer vos envies quant à ce futur centre social et culturel. Ça, c'est un premier temps. Oui, j'ai entendu. C'est le samedi 14 décembre de 14h à 17h. Merci d'avoir rappelé. C'est un événement où il y aura un certain nombre de stands, pas mal d'activités à faire, mais aussi un endroit tout simplement pour se poser, pour discuter, pour se rencontrer. Et si vous en avez envie, vous pouvez tout à fait participer aussi à la tenue de certains de ces stands. On a mis ici les différentes activités qui étaient proposées. Si jamais vous avez envie de nous aider à l'organisation de cet événement, ça peut être aussi une première manière de contribuer à ce projet de centre social et culturel. À la suite de cet événement, on va certainement organiser des temps de rencontre plus spécifiquement avec certains groupes d'habitants et d'habitantes. Donc si ça vous intéresse de participer à ce projet, d'exprimer vos envies et vos besoins, d'exprimer aussi vos propositions d'engagement, si par exemple vous savez que vous avez du temps à donner, que vous avez envie de contribuer à l'animation d'un centre social et culturel, vous pouvez très bien venir nous voir et nous dire voilà, moi je suis partante pour organiser des cours de français ou pour garder des enfants pendant 1 heure. Nous, on récolte tout ça. Et sur la base de tout ce que vous nous aurez dit, on pourra définir à la fois des axes pour le futur centre social et culturel, mais aussi commencer à constituer ce collectif qui va ensuite écrire le projet associatif et gérer le centre social. Voilà. Et donc, si vous avez envie de participer, vous pouvez venir me voir directement. Vous pouvez venir nous voir le 14 décembre, rue Aristide Maillol, de 14h à 17h. Vous pouvez aussi venir nous voir sur les kiosques citoyens, où nous sommes toutes les 2 semaines, sur la place Falguière. Et vous pouvez aussi, le mardi soir. Un mardi sur 2, de 16h30 à 18h30, sur la place Falguière. C'est une petite tente qui est près du carrefour de la place Falguière. Au Barnum. Un Barnum qui est posé sur la rue Falguière, presque devant le carrefour qui est à ce moment-là, à partir de 16h30. Et là, vous pouvez rentrer, vous pouvez venir et rencontrer, dire ce que vous avez à dire, poser des questions. Et la mairie qui est présente aussi, toutes les fois, pourra vous répondre. Et enfin, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. On va commencer par le conseil. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? J'ai une petite question. Il doit avoir un micro à côté, là, juste là. Oui. Allô ? Oui.
Bon, tout d'abord, merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci, Louise Agathe. Merci, Madame Sérac. Merci d'avoir entendu l'appel des habitants du 48 rue Bargue qui ne souhaitaient pas avoir le centre social dans leur immeuble parce qu'ils ont déjà suffisamment d'intrusions extérieures, etc. Bon. Et qui plus est sur les locaux collectifs résidentiels que nous comptons récupérer et occuper de manière microscopique, de la même manière que le centre social qui est à venir, c'est-à-dire par des forces vives bénévoles et pour des activités, des services gratuits à rendre aux habitants du 48 rue Bargue. Donc vraiment, merci, un grand, grand merci. Ensuite, donc, d'avoir implanté de prévoir d'implanter le centre social au 133 rue Falguière et non plus au 48 rue Bargue. Merci. J'avais une question à Monsieur le maire à poser sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Apparemment, le quartier Falguière n'est pas entendu comme QPV de la même manière par la ville que par l'État. J'ai cru comprendre, non, il y a une zone qui est vraiment QPV et une zone étendue, un peu plus QPV, entendue par la municipalité. Alors, les quartiers prioritaires de la ville sont définis par l'État. Et selon des critères extrêmement rigoureux de revenus, en fait, sur un secteur. Donc, le quartier prioritaire de la ville, tel qu'il a été défini par l'État, après discussion avec la ville de Paris, bien sûr, regroupe un secteur assez étroit, de mémoire de 2000 habitants à peu près, 1500 habitants sur ce secteur. Ça, c'est la politique de l'État et qui permet d'avoir un certain nombre de moyens supplémentaires, de subventions, de dispositifs d'aide à l'emploi, la culture, etc., qui commencent à se mettre en place. Certains sont déjà en place, d'ailleurs. Deuxièmement, la ville travaille plutôt dans ce qu'elle appelle les QPOP par rapport à la politique de la ville. Ça veut dire quartier populaire. C'est une appellation générique comme ça. Et il y en a une petite dizaine, disons, dans le 15e, et qui sont dans les secteurs de la politique de la ville définie par l'État, mais qui permettent d'étendre un petit peu les secteurs géographiques. Donc ça nous permet d'avoir des politiques, des moyens supplémentaires dans ces deux structures, État et ville, donnés par l'État et par la ville. Mais dans les QPV, quartiers prioritaires de la ville, il y a aussi des actions qui sont menées par la ville, par la ville et par l'État. Des subventions, des aides loisirs, de l'accompagnement des jeunes, du soutien scolaire, etc. etc. Il y a donc pas mal... je ne vais pas en faire la liste. D'ailleurs, on avait fait une réunion dédiée à la politique de la ville ici, quand celle-ci a été lancée. D'ailleurs, le préfet lui-même, le préfet de Paris, était venu à l'annoncer, d'écrire le dispositif, ainsi que l'adjoint au maire de Paris chargé de la politique de la ville. Donc voilà, ça nous permet d'avoir des moyens importants. Il y a d'ailleurs eu... il y a un mois peut-être, une réunion en mairie du 15e avec la totalité des partenaires et des associations qui peuvent jouer un rôle dans ces secteurs, et l'État et la ville lançant un appel à projets, donc demandant aux associations si elles ont des projets de façon à pouvoir les financer. Alors il y a une étude qui est faite évidemment par les services de l'État et de la ville pour tous les projets qui seront proposés par ces différentes associations, de façon à ce qu'ils soient mis en œuvre ensuite avec des subventions pour ceux qui seront retenus par l'État et la ville dans ces secteurs, qui sont nombre de deux, donc comme on l'a dit dans le 15e, Falguière et Brancion-Périchaud. J'avais demandé Ballard aussi parce que ça nécessitait, mais bon, on ne peut pas tout obtenir. D'accord. Donc ma question faisait suite à justement une demande de subvention dans le cadre des QPV et c'est là que j'ai compris qu'il y avait... je ne pouvais pas demander de subvention à l'État au nom des QPV parce que notre adresse n'est pas inscrite vraiment... voilà. Du coup, oui, ça va se diviser... Non, mais attention, ce n'est pas le fait d'être inscrit dans l'adresse dans le QPV. Pas du tout. C'est le fait de porter un projet dans le QPV. Vous pouvez être une association du 20e arrondissement et puis proposer pour le quartier Falguière une action. C'est ça qui est possible. Ce n'est pas le fait que votre association soit domiciliée dans le secteur Falguière. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, oui, donc le 48 Bargues, enfin, vous êtes l'association des résidents du 48 Bargues. Vous pouvez très bien faire un projet, répondre à cet appel à projet si vous avez une action dans ce quartier prioritaire de la ville, dans le QPOP. Ouais.
Voilà, bah, le projet, donc, c'était pour l'animation dans le cadre des locaux collectifs résidentiels de notre immeuble. Et du coup, j'avais fait la moitié du budget, une demande à la mairie, et l'autre moitié à l'État. Et on m'a dit, mais non, l'État, c'est pas la peine, puisque donc. Alors, Voilà. je ne sais pas si vous étiez présent lors de cette réunion des associations. Et j'ai pas pu venir, non. Bon, alors voilà, parce que c'est là qu'on a donné toutes les informations aux associations. Il y a d'ailleurs un PowerPoint qui a été J'avais eu la montré. mauvaise date. Ah oui, bon. Mais on peut vous l'envoyer. Je ne sais pas si c'est pas forclos d'ailleurs, parce qu'il y avait une date de forclusion. Les appels à projets, c'est terminé maintenant. Ah, c'est Oui, terminé. oui. Pour, Oh, non, pour je maintenant. Pour cette Ça, année. Mais Ça c'est fait. reviendra, En fait, ma demande est faite. Voilà, je sais juste que mon budget, ma demande, je la divise entre la mairie et Paris Habitat, notre bailleur social. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames, sur le sujet? Oui. Oui, on va vous donner un micro. Non, il y a un micro-baladeur normalement. Simplement, il faut que ça se bouge un peu là-bas. Qu'on amène un micro-baladeur, merci. Parce qu'on ne va pas y passer la nuit non plus. Non, il est juste derrière vous, madame, le micro. Pour que ce Juste soit à enregistré. votre droite. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Moi, j'habite au 127, 133 rue Falguière. Et quand je vois le bâtiment, je me demande à quel endroit sera ce centre social. Anciennement Bourret, peut-être? Alors, c'est au 133, effectivement, il y a une grande Oui. allée. Mais il y a, sur la rue, vous avez des vitrines Oui. où il y avait une agence immobilière, Tout à etc. tout à fait, Eh bien, tout ça à sera fait. dans ce local-là. D'accord. Donc, ça donnera sur la rue, directement sur la Sur rue. la rue. Après, c'est assez profond, hein, ça Oui, avance oui, oui. assez loin. C'est Voilà. pour ça que je me demandais où ça se situait Voilà. sur, Voilà. sur le 133. Merci. Vous n'allez pas toucher aux jardins partagés qui sont juste à côté? Ah bah, écoutez, non, on n'a pas l'intention de démolir ce qui existe, aussi ça marche bien. Ok. Évidemment, au contraire, ça pourra faire partie du Voilà. projet de centre Ça social fait et partie du culturel, lien tout social à fait. Ok, donc merci. Une autre question ou on passe au sujet suivant? Bon, bah, très bien. On passe à la protection civile. Quel rôle dans la ville? Donc, je laisse Clément nous présenter. Sauf si... Bonsoir à tous. Parfait. Alors tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir ici à ce conseil de quartier. Merci au conseil de quartier de nous recevoir. Je suis très content de venir vous présenter notre association. Déjà parce que ça me fait plaisir de vous présenter notre association tout court. Et puis surtout parce qu'on est vraiment domicilié au sein du quartier Alray-Procession. Donc que ça me fait plaisir de vous rencontrer vous et que vous puissiez nous connaître un petit peu plus. Moi je m'appelle Clément Berthège, ça fait 6 ans que je suis à la protection civile et au sein de l'antenne du 15e et je suis le vice-président de cette antenne. Et donc l'objectif de cette petite présentation, c'est de vous présenter alors l'association de manière générale, mais surtout l'antenne du 15e arrondissement. Je vais essayer d'être bref. Pardonnez mon hésitation, je ne suis pas rompu à l'exercice, mais en tout cas n'hésitez pas à me poser les questions à l'issue. Quel rôle alors, j'ai été invité pour parler du rôle de la protection civile dans le quartier. Je vais du coup vous présenter l'association, une vue d'ensemble un peu historique. Ensuite, nos moyens propres à l'antenne du 15e. Et enfin, les missions locales, vraiment intrinsèques au quartier. Alors l'association, elle est issue de la défense passive pendant la Seconde Guerre mondiale, où des civils prenaient de leur temps et aidaient à mettre à l'abri les civils lors des bombardements dans des abris. Ça a donné suite ensuite au service de protection civile, qui était national et qui était géré, par exemple pour Paris, par la préfecture de police de Paris. Moi, du coup, nous, on dépend de la Fédération nationale de protection civile, qui est une association loi 1901, une association agréée de sécurité civile. Ça veut dire qu'elle a des agréments de sécurité civile étatique, qui a été fondée puis reconnue d'utilité publique en 1965. C'est une association qui est assez conséquente, puisqu'elle regroupe environ 32 000 bénévoles sur le territoire national, répartis par département dans environ 500 représentations départementales. Pour ce qui concerne l'échelon départemental, ou plutôt interdépartemental de la plaque parisienne, c'est la protection civile Paris-Seine,
qui historiquement était la protection civile de Paris en 97 et qui, avec la fusion de la Petite Couronne, est devenue Paris-Seine et donc, dont la territorialité s'étend sur le 75, le 92, le 93 et le 94. Son siège, je pense que vous l'avez sûrement déjà vu, il n'est pas très loin, il est au 244 rue de Vaugirard, juste à côté du commissariat. Et sur Paris et la Petite Couronne, c'est 41 antennes. Alors sur Paris, c'est environ une antenne par arrondissement, et sur la Petite Couronne, c'est souvent par groupement de communes. Par exemple, il y a ici les Moulineaux-Boulogne, pas très loin. Et ça compte environ 2000 bénévoles. Et enfin, l'entité qui nous intéresse ce soir, la protection civile Paris-Seine, Antenne 15, c'est encore une subdivision propre à Paris, vu le volume opérationnel et le nombre de bénévoles. Alors nous, on a été créé en 96, donc on était la protection civile Paris 15. Avec les antennes du 5e et du 12e, on a fondé la protection civile de Paris en 97. Et actuellement, nous avons nos locaux 31 rue La Quintigny. Avant, on était au 41 rue Mathurin-Régnier. C'est ça. Nos camions sont toujours stationnés devant. C'est des locaux qui ont été rendus au siège dans le cadre de notre déménagement, donc qui sont toujours occupés par des bénévoles de la protection civile, mais du siège. Et donc, si vous voulez parler, interagir avec les bénévoles locaux, entre guillemets, c'est au 31 rue La Quintigny qu'il faut venir maintenant. C'est juste à côté, on n'a vraiment pas changé de beaucoup. Exactement, c'est à 2 rues. On est une équipe de 60 bénévoles de tout âge, de 16 à 58 ans, qui regroupe toute profession, que de l'étudiant au comptable, en passant par le prof ou l'infirmier. Et on a un modèle de fonctionnement dans l'association qui fait qu'on a un financement propre, en local. Donc on est autonome sur notre financement. On se finance grâce au poste de secours, je vous l'expliquerai un peu plus loin. Et on est autonome sur la gestion de la politique de l'antenne et nos achats, etc. Donc voilà, je vous ai mis le petit pin, on est juste à côté. Alors, nos moyens, je vais les brosser rapidement. Donc, je viens de vous le dire, on est 60 secouristes bénévoles. On a une activité qui est assez conséquente, puisque en 2023, c'est près de 22 500 heures de bénévolat. Donc, à titre d'exemple, ça représente 14 équivalents emploi temps plein, sur la base de 1607 heures annuelles. Donc, c'est assez conséquent. Et c'est un travail qui est complètement bénévole. Il n'y a aucun salarié dans l'association du 15e. Donc, notre local associatif, je viens de vous le dire, 31 rue La Quintigny, qui nous sert de stockage matériel, de base technique, mais qui est aussi notre lieu de formation, dans lequel on va former le grand public, et puis c'est aussi notre lieu de départ et d'arrivée en activité, là où on se regroupe avant de partir sur nos différentes missions. Et enfin, c'est une petite zone de vie où on peut manger avant, manger après, prendre une douche. Enfin bref, c'est le repère de nos secouristes, entre guillemets. Et enfin, nos véhicules. Alors, on a de la chance dans le 15e d'être une antenne active et assez conséquente. Du coup, on a un parc véhicule assez important. On a 8 véhicules. Alors, on a 3 ambulances, dont la dernière est arrivée en 2024, que monsieur le maire et madame Douceret étaient venus inaugurer en même temps que notre nouveau local en octobre dernier. On a un véhicule léger. Alors, tout ça pour dire, on a une voiture, quoi, qui nous permet de faire des postes de secours, des maraudes. J'y reviendrai un peu plus tard. On a une moto qui nous permet aussi de participer au poste de secours et de faire un peu de communication. Et on a des vélos électriques. C'était dans le cadre d'un partenariat Orange pour développer notre démarche éco-responsable. Et ça nous permet tout autant de faire des activités humanitaires et opérationnelles. Alors nos missions, elles sont triples. J'y passe très brièvement puisque je vais vous les détailler un peu plus loin. Ça se résume par le triptyque aider, former, secourir. Donc vous le voyez, action solidaire et sociale, formation au premier secours et enfin les dispositifs de secours et les gardes de services publics. Par là, il faut entendre les gardes auprès des pompiers de Paris et du SAMU de Paris et des Petites Couronnes, bien évidemment. Maintenant qu'on a brossé globalement l'historique et nos missions génériques, je vais faire un petit focus sur notre triptyque missionnel, en commençant par le social. Alors, je vous affiche quelques chiffres de 2023. C'est le côté social, c'est un côté qui nous tient à cœur. Pourquoi ? Parce qu'on est très actif à ce niveau-là. Même si la protection civile a plutôt une réputation opérationnelle, on ne méprise pas non plus le côté social qui nous permet de faire 2 maraudes par semaine, donc 2 fois par semaine, les mardis et les jeudis soirs. On arpente le 15e et un petit bout du 7e à la rencontre de bénéficiaires qu'on connaît, dont on sait où ils sont et qui nous connaissent et qui nous attendent. Donc on leur apporte un soutien avant tout humain. On discute avec eux, on écoute leurs besoins, mais aussi un soutien logistique, alimentaire. Ça peut être un soutien très, très bref, administratif, si jamais ils ont besoin de faire des papiers, des CV ou quoi, mais on va très vite les rediriger après vers des assistantes sociales et des associations qui sont spécialisées dans cette assistance-là. Donc 2 maraudes par semaine, ça nous a fait faire 106 maraudes en 2023,
un peu plus même que le 100%, puisqu'on fait des renforts auprès du SAMU social dans le cadre de plans grand froid, par exemple, comme on est actuellement. On a été déclenché récemment par le SAMU social de Paris, mais également lors des plans canicules l'été, où on va venir augmenter notre nombre de maraudes dans le 15e et dans Paris de manière générale pour assister ces personnes démunies qui sont très précaires et assez rapidement touchées par les événements climatiques. Et on a dans ce cadre-là beaucoup d'échanges avec des partenaires, que ce soit les associations ou les institutionnels locaux. Et on a développé un petit autocollant commerçant solidaire protection civile. Donc si vous voyez ça, c'est des petits autocollants qui peuvent être affichés sur les vitrines. Si vous voyez ça chez vos commerçants locaux, ça veut dire qu'ils assistent la protection civile dans nos missions humanitaires. Alors de manière très pratique, ça va être une boulangerie, un centre commercial qui vient nous donner ses invendus, invendus pas périmés mais en date proche. Plutôt que de les jeter, nous après on va pouvoir les redistribuer en maraude et ça permet aux sans-abri d'avoir de quoi manger sans que ce soit toujours un sandwich. Ça va être du coup des salades, des choses un peu plus développées si je puis dire. Donc voilà pour le côté social. Hop. L'autre côté formateur, qui est aussi très développé dans le 15e, on a de la chance. On vient réaliser des formations en interne pour nos secouristes. Donc on s'entretient quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement. Je développerai ça dans le côté humanitaire, dans le côté opérationnel, pardon. Donc ça nous permet de monter en compétences. On a des montées en compétences internes, on a des diplômes nationaux aussi de secourisme, de formateurs. Mais aussi on a toute une formation externe tournée vers le grand public, puisque une de nos grandes missions, c'est de former le grand public au secours, puisque vous êtes le premier maillon de la chaîne des secours. Si nous, on peut intervenir dans de bonnes conditions, et déjà, si vous pouvez voir le camion de la protection civile qui arrive, c'est parce qu'avant, il y a quelqu'un qui a appelé. Donc vous êtes le premier maillon de la chaîne des secours, et donc on s'applique à former un maximum de monde. En 2023, on a réussi à faire 68 formations PSC, donc c'est les premiers secours citoyens. Et là, en 2024, on a réussi à dépasser notre objectif de 70 PSC, donc c'est un peu plus qu'un PSC par semaine. Ça nous a permis de former presque 700 personnes. Donc c'est à la fois pas beaucoup à l'échelle nationale ou parisienne, mais c'est quand même conséquent pour nous. Il faut savoir que si ça vous intéresse, c'est des formations qui sont ouvertes pour tout âge, à partir de 10 ans, et donc c'est 10 stagiaires pour un formateur. Ça permet de balayer en fait tous les petits domaines pour être à l'aise au quotidien. Donc on va avoir l'appel au secours par exemple, puisqu'un appel efficace, c'est déjà un geste de secours effectué, et c'est un sacré geste de secours. Et puis ensuite les malaises, les brûlures, jusqu'aux séquences un peu plus critiques, entre guillemets, l'inconscience, l'arrêt cardiaque, la mise en place du défibrillateur, puisqu'on voit de plus en plus de défibrillateurs apparaître dans nos rues, mais on ne sait pas forcément quoi en faire. Eh bien, n'hésitez pas, venez au 31 rue La Quintinie, et puis on vous apprendra comment s'en servir, etc. Mais on fait aussi des formations, donc c'est une formation d'une journée, pardon, je ne voulais pas préciser. Eh bien, on fait aussi des sessions un peu plus courtes, en lien avec notamment la mairie du 15e, des gestes qui sauvent, ou des initiations au premier secours sur 2 heures, 3 heures. Et donc, par exemple, on est présent à la mairie du 15e pour les samedis qui sauvent, la journée de la résilience. On est aussi présent au forum des associations, je ne sais pas si certains nous avaient vus. Et après, sinon, aux journées portes ouvertes du centre de secours des pompiers de Grenelle, dans le 15e, mais aussi sur Paris-Plage. Enfin bref, on ne manque pas d'occasion pour vous rencontrer et pour vous sensibiliser à tout ça. Il faut savoir qu'on a obtenu la qualification Calliope. C'est une certification sur notre process de formation, ce qui permet entre autres de faire financer les formations par le CPF, si jamais ça en intéresse certains. Et pour information, tous nos formateurs, bien sûr, sont formés avec des diplômes nationaux, la PICF, la PAE, etc., ce qui nous permet d'avoir une offre de formation professionnelle malgré le fait que nous soyons bénévoles. Et enfin, je vais vous parler de notre rôle opérationnel, qui est assez conséquent aussi, et qui a pris une certaine ampleur cette année avec les Jeux Olympiques. On a 3 types de subdivisions opérationnelles. Alors notre cœur de métier, c'est le poste de secours, le dispositif prévisionnel de secours. Donc en fait, c'est sur tous les grands événements, sur demande de préfectorale, doivent avoir un poste de secours, donc des secouristes prêts à intervenir en cas de besoin sur le dispositif. Alors tous ces événements, ça va être des événements sportifs, culturels, festifs. Par exemple à la mairie du 15e, souvent sur les forums ou les démonstrations sur le parvis, il y a souvent un poste de secours, mais ça peut aussi être les courses, des cérémonies, des matchs sportifs, à Suzanne Langlaine par exemple, les salons à Porte de Versailles. Mais c'est aussi des grands dispositifs, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais des grands concerts comme les Solidays, des matchs de foot au Parc des Princes, etc. Récemment, on a fait les Jeux Olympiques. Je pense qu'on est difficilement passé à côté de cet événement. Donc on a été très engagés.
Dites-vous qu'à l'échelle du 15e, c'est 4000 heures de bénévolat sur du coup, le mois des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et c'est notre mode de financement principal, du coup, vu que nous sommes un prestataire santé secours à cette occasion-là, et donc l'organisateur paye l'association, et ça nous permet d'avoir nos frais de fonctionnement, de payer nos uniformes, nos consommables, notre essence, mais que nous restons bien sûr bénévoles. Les humains, les secouristes, eux, sont bénévoles. Deuxième subdivision, les gardes publiques, dont je vous parlais, en renfort de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et des SAMU d'Île-de-France. Donc on est formé de la même manière que les pompiers. Bien souvent, on nous interroge à ce sujet, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le même uniforme, on n'a pas les mêmes camions, même s'il y a la même chose à l'intérieur, mais ce n'est pas la même couleur. Et puis souvent, les gens appellent le 18 ou le 15. Et alors souvent, ils appellent le 15, qui leur dit « je vous envoie les pompiers », et c'est la protection civile qui arrive. Alors autant vous dire que, surtout dans une situation de détresse, il y a de quoi être un petit peu interloqué. Rassurez-vous, ce n'est pas parce qu'on a mal interprété ou sous-dimensionné votre détresse. On est formé de la même manière, avec le PSE1, le PSE2, c'est des diplômes nationaux de secourisme. Et on vient simplement en fait, les renforcer dans le cadre de leur activité opérationnelle intense. Donc ça fait une ambulance en plus dans la caserne qui part sur toutes les interventions de secours à victimes. On leur laisse l'incendie quand même, mais ça va du malaise simple jusqu'à l'arrêt cardiaque, l'accouchement, l'accident de circulation. Donc on est formé de la même manière et on intervient dans les mêmes conditions. On tourne principalement au centre de secours de Grenelle, que vous devez connaître, place Violet, rue Entrepreneur. On y effectue les 3/4 de nos gardes. On y a effectué une grosse garde début 2024. On avait fait 72 heures de garde en continu à leur côté pour leur témoigner du soutien. Et puis ça permet aussi d'échanger, de continuer à maintenir de bons liens, puisqu'on entretient de très bons liens avec eux. Et enfin, la troisième subdivision, c'est les déclenchements. Alors les déclenchements, c'est sur requête de la zone de défense ou des pompiers de Paris, du préfet, lors d'événements particulièrement graves ou de catastrophes qui se déroulent sur Paris. On peut être déclenché, donc ça peut être une explosion, comme il y avait eu rue Saint-Jacques par exemple, des incendies d'ampleur, comme il y avait eu au champ de la rue Lecourbe par exemple, ou à Montparnasse il y a quelques mois. Mais ça peut aussi être, comme on le voit pour les protections civiles nationales du Nord par exemple, les inondations. Donc là, en fait, on est d'astreinte, entre guillemets, 24 heures sur 24. On a un cadre opérationnel qui est d'astreinte 24 heures sur 24 et qui reçoit cette demande de déclenchement qui va venir déclencher toute l'antenne. Et alors après, dans la mesure où on est bénévole, on n'est pas obligé d'y répondre, je vous rassure. Mais à toute heure du jour ou de la nuit, on peut du coup déclencher. On va monter dans le camion pour venir, alors soit, si on arrive rapidement, amener les gens à l'hôpital et les soigner, soit souvent notre mission, ça va être le centre d'accueil des impliqués. Et donc en fait, on va venir monter en collaboration avec les institutionnels, la mairie, etc., un gymnase ou une salle d'accueil pour accueillir les personnes dont l'appartement est en proie au sinistre. Et ça va être un accompagnement psychologique. Et ça peut aussi être tout bêtement servir un café à 2h du matin. Ça peut faire du bien quand il y a eu un incendie dans l'immeuble. Et voilà, on soutient ces personnes. On peut même jusqu'à monter des lits picots pour les héberger dans le gymnase si jamais il y a besoin, jusqu'à ce qu'ils puissent réintégrer leur logement. Donc ça, c'est une partie un peu moindre puisqu'on en fait moins forcément, mais c'est une partie non négligeable. Et quand on voit toutes les catastrophes malheureusement qui se déroulent en France, dites-vous qu'à chaque catastrophe, globalement, la protection civile est déclenchée pour venir en aide aux impliqués. Donc l'opérationnel, c'est un gros pan de nos actions qui nous occupe assez souvent. Comme vous pouvez le voir, 1086 interventions. C'est des statistiques de centres de secours de pompiers en province, ça, par exemple. Donc on a les mêmes statistiques que certains centres de secours. Et ce qui nous va très bien, on est très content de faire autant d'activités, ça nous permet de maintenir nos compétences. Et donc j'en conclurai par résumer, si ça veut bien marcher. Hop. Finalement, quel est notre rôle local? Parce que là, je vous ai expliqué nos missions, je vous ai expliqué la jeunesse de l'association, etc. Mais vous, quel est l'impact pour vous au quotidien? Et bien, encore une fois, je dirais qu'il est triple. Premièrement, on a un rôle de proximité, on est là pour vous aider. On est, comme je vous l'ai dit, vraiment implanté dans le quartier Alray-Procession. Nos missions de secours, on les effectue majoritairement au sein de la caserne du 15e. Nos postes de secours, ils sont aussi locaux. Nos maraudes sociales, elles sont effectuées dans le 15e. Ça nous permet de communiquer avec des associations et des commerçants locaux. Donc vraiment, on a une mission première qui est d'aider les habitants et les habitantes du 15e et de Paris de manière plus générale. Mais voilà, on est vraiment dans cette optique locale. Et ça permet de développer la vie associative locale. On recrute en local. Beaucoup de nos bénévoles sont issus du 15e ou autour, 14e ici les Moulineaux. Mais bref, on est quand même très implanté local. Et ça nous permet de vous former les riverains. Donc le deuxième point très important, et je dirais presque majeur de notre rôle local, c'est la formation avant tout. Puisqu'on recrute des secouristes, donc les secouristes du 15e,
vous avez de la chance si vous habitez à côté, vous avez des secouristes tout frais, tout formés. Mais nous, notre rôle, c'est aussi de vous former, de vous sensibiliser. Et alors, dans un idéal, c'est de former toute la France, in fine, mais bon, on va déjà commencer par le 15e. Et donc, de vous sensibiliser via des initiations, des gestes qui sauvent, des premiers secours citoyens, civiques, et aussi en continu, lors de nos gardes, de nos maraudes, des journées portes ouvertes, de vous sensibiliser en continu pour que vous soyez, alors je ne dis pas que vous soyez à l'aise, mais pour que ce soit un monde un peu dédramatisé, que surtout vous arriviez à passer un appel au secours correct ou à aider vos proches ou les gens dans la rue si jamais il y avait besoin. Et enfin, c'est ce que je fais ce soir, on est là aussi pour échanger, pour vous rencontrer, pour démocratiser un peu l'association, qui est très souvent confondue avec la sécurité civile, qui est une toute autre chose, vu que ce sont des militaires et que ça, c'est étatique. Nous, on est vraiment bénévoles et on a un statut associatif. Mais bon, je suis d'accord que le triangle induit un peu en erreur. Mais déjà, démocratiser l'association, nous faire connaître et vous dire que vous pouvez nous rencontrer lors des journées portes ouvertes à Grenelle, lors du forum des associations. Je pense que certains nous ont peut-être déjà vu aussi les premiers mai lors de la vente du muguet. Ça nous permet de rencontrer les riverains. Et ça permet aussi de financer notre fonctionnement, puisque la vente de muguet permet de financer nos activités. Et puis de manière générale, discuter, partager, sensibiliser, nous faire connaître. Et n'hésitez pas à venir nous parler. Si vous voyez une porte ouverte, à venir nous parler. Je ne vous dis pas qu'on vous répondra dans l'immédiat si on est en train de faire une mission, si on est en train d'aider quelqu'un. Mais en tout cas, dès qu'on peut, on sera toujours ouvert à la discussion. Et si jamais vous voyez la porte du local ouverte et qu'on n'est pas en train de faire une formation grand public ou autre, parce qu'on y est quand même souvent aussi pour faire du bricolage ou pour maintenir en condition nos matériels, n'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit pour la formation ou de manière générale, à venir nous voir et à échanger. Voilà. Et là, je vous ai mis la belle photo qu'on avait faite devant la mairie du 15e. Lors de notre garde, on avait fait 8 gardes en parallèle, c'était en 2023, où plus de 40 secouristes du 15e étaient mobilisés en même temps pour du coup tenir une grande garde, pareil avec nos collègues des sapeurs-pompiers de Paris. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, il y en a. Madame, si quelqu'un peut lui donner le micro. Merci pour votre exposé et cette belle mission. Est-ce que les formations que vous proposez sont-elles payantes? Alors oui, les formations sont payantes. Le PSC, de mémoire, c'est de l'ordre de 60 ou 70 euros. Ça permet de participer aux frais administratifs et puis aussi au fonctionnement de l'association. Par personne? Oui, par personne. Et est-ce que vous faites des rabais pour les structures sociales? Alors, je ne saurais pas vous répondre à mon niveau. Il faudra que vous contactiez le siège de l'association, au 244 rue de Vaugirard. Je ne saurais pas vous dire. Souvent, il y a peut-être des rabais possibles sur les gros volumes de formation, mais il faut vraiment contacter le siège. À mon niveau, je ne saurais pas vous dire. Merci. J'ai une question aussi. Oui. En fait, j'en ai 3. Dites-moi. La première, c'est combien de formations proposez-vous au total? Quelle est l'offre de formation? Oui, voilà, à peu près. Alors, l'offre de formation de la protection civile, de manière générale, à Paris, elle est assez conséquente. Alors, tout simple, il y a le PSC. Premièrement, c'est un peu le best-seller, entre guillemets, notre formation grand public qui se vend le plus, puisque c'est une journée de formation qui permet de former à tous les gestes du quotidien. On forme aussi au SST, les secouristes du travail. On forme aussi, dans les déclinaisons du PSC, il y a les premiers secours axés sur les nourrissons et la petite enfance, sur le secours canin aussi, et sur les animaux. Et ensuite, dans les formations un peu plus professionnalisantes, il y a le PSE1, le PSE2. Ce sont les 2 diplômes pour devenir secouriste, qu'on a tous. Moi, je suis PSE1, PSE2, et c'est un prérequis pour entrer dans l'association. Il y a le BNSSA, les diplômes de sauvetage en mer. Voilà, par exemple, ça fait pas mal. Et après, il y a des formations aussi en prévention incendie. Donc ça varie la formation, ça varie de une journée à une semaine? C'est ça. Alors le PSC, c'est une journée. Après, les PSE1, PSE2, c'est 5 jours. Et après, si vous prenez, on fait aussi les formations pour devenir formateur. Pour devenir formateur PSC, formateur PSE, formateur de formateur. Et là, ça peut aller jusqu'à 10 jours. Ok, merci. Mais c'est des formations qui sont nationales, pour le coup, qui donnent un diplôme national qui est valable en dehors de la protection civile. Elles sont toutes payantes? Toutes, oui. D'accord. Malheureusement, il faut bien rémunérer les frais administratifs. D'accord. Et je voulais savoir, donc ma deuxième question, c'est quels sont les cas de refus d'intervention de votre part? Dans quel domaine? Dans le cadre d'un appel, dans quel cas vous refusez des interventions? Alors, ça peut arriver? Je vais parler pour le côté opérationnel, j'imagine que c'est ça que vous voulez évoquer. Oui. On ne refuse jamais d'intervention pour la simple et bonne raison que déjà on n'est pas à l'origine du centre d'appel. On est vraiment intégré au centre de secours des pompiers. Donc en fait, les pompiers ont leur centre d'appel propre.
et la demande de secours tombe à la caserne et on est affecté dessus, on n'a pas le choix. Et comme on est formé de la même manière, on est en mesure et en capacité d'intervenir sur toutes les interventions des pompiers. Donc on ne choisit pas nos interventions. On ne peut pas vous appeler en direct? Non, parce qu'on est bénévole, donc on n'a pas de permanence. D'accord. Nous, dans notre immeuble, on a eu souvent des pannes d'ascenseur, mais les 3 ascenseurs en même temps. On est une tour de 17 étages. Et on nous a déjà dit, en attendant que Paris Habitat, notre bailleur social, mette en place un service, on nous a demandé de faire appel à la protection civile pour les personnes qui étaient handicapées en fauteuil roulant, qui avaient besoin d'entrer chez elles, et d'autres, oui, aussi pour les courses. Est-ce que ça, c'est possible? Alors effectivement, il y a une prestation qui existe avec les bailleurs sociaux justement et la protection civile, où dans le cadre de ces logements, quand il y a des pannes d'ascenseur pour les personnes soit mobilité réduite, soit âgées, soit pour monter les courses, effectivement, on a des semaines d'astreinte où on vient, suite à panne d'ascenseur, on vient vous aider à monter, mais ça, il faut vous rapprocher de votre bailleur social parce que c'est via le bailleur social qu'on Justement, c'est tellement flou. En général, c'est quand les 3 ascenseurs sont en panne en même temps. Or, il y a des gens qui habitent qui sont en fauteuil roulant, qui habitent précisément à l'endroit où l'ascenseur est en panne. Il y a un seul ascenseur qui va desservir l'étage. Et donc, le temps que tout se mette en place, nous, on nous a déjà dit, moi, on m'a déjà dit, présidente de l'association des locataires, on m'a déjà dit, appelez la protection civile en attendant qu'on mette en place de notre côté ce service. Vous ne pourrez jamais nous avoir en direct, du coup, dans la mesure où on n'a pas de permanence, vu qu'on est tous bénévoles. Mais il y a un service qui existe où on a une astreinte, justement, avec une chaise spécifique mécanique et électrique qui nous permet, avec une assistance, pour nous permettre de monter un certain nombre d'étages et de déniveler. Mais encore une fois, on est missionné par les bailleurs sociaux. Nous, on nous fait attendre 24 heures en général, minimum. Alors, nous, quand on est appelé, on a 1 heure pour se rendre sur les lieux en véhicule avec la chaise. Il y a une affiche dans Paris Habitat qui est mise dans notre immeuble, là, au 127 rue Falguière. Il y a une affiche, vous ne pouvez pas monter vos courses, vous avez un problème d'ascenseur. On a déjà eu des personnes qui restaient sur une chaise devant la loge et qui montaient les courses. Moi, je l'ai vu. Oui, non, ça existe. Moi, je parle des fois où ça ne marche pas. Ce qui est sûr, c'est que nous, on n'a pas de permanence dans les locaux non plus, dans les différents immeubles. Mais dans ce cas-là, si vous avez une affiche avec un numéro d'astreinte, je pense que du coup, c'est ce fameux numéro. Il ne faut pas hésiter à l'appeler, vous allez tomber sur l'astreinte et qui va vous envoyer une équipe. Oui, le numéro d'urgence. Nous, on a un numéro d'urgence et on peut rester des heures. Voilà, je voulais savoir si, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas, qui a perdu son chat, qui s'est échappé, qui est en haut d'un arbre, est-ce que ça, vous pouvez intervenir ou pas? Non, ça ne rentre pas dans le cadre de nos missions. Ça rentre plus, il me semble, non plus dans le cadre des missions des sapeurs-pompiers. Plus. D'accord, je voulais savoir si en secours, on pouvait faire appel à vous. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'en ai une. Dites-moi. Je commence, désolé. Concernant les maraudes. Oui. Est-ce que moi, par exemple, en tant que bénévole, je peux venir faire avec vous ou pas? Alors non, parce que pour faire des maraudes au sein de notre association, il faut être secouriste et membre de l'association, pour des questions d'assurance, tout simplement. Il faut aussi savoir que tous nos bénévoles sont secouristes, donc ont leur diplôme PSE1, PSE2, puisqu'on part du postulat que protection civile, ça attire, et en fait, chaque personne qui a besoin doit pouvoir venir. On est toujours tous en uniforme. Les maraudes se font très rarement en civil, elles sont toujours en uniforme dans le 15e. On est dans des véhicules qui sont sérigraphiés, et donc du coup, il faut que n'importe quelle personne puisse venir nous requérir s'il y a besoin. Et surtout, si aussi les bénéficiaires, les sans-abri, ont besoin d'aide, parce que souvent on tombe sur des personnes qui sont exposées à des conditions climatiques assez rudes et qui peuvent avoir besoin d'une assistante assez rapide, on est en mesure de leur fournir les premiers soins en attendant du coup un relais opérationnel, pompier ou protection civile en garde. Très bien, c'est à partir de quel âge? La protection civile, alors vous pouvez vous engager dans l'association à partir de 16 ans. 16 ans. Alors entre 16 ans et 18 ans, toutes les missions ne sont pas accessibles. Pareil pour des questions de responsabilité. En revanche, avant 16 ans, on a un programme qui s'appelle les cadets de la protection civile. Donc de 13 à 16 ans, ils ont un parcours initiatique, entre guillemets, durant lequel ils sont formés aux gestes de premier secours, au diplôme de formation. Ils ont pas mal de visites institutionnelles aussi, que ce soit des centres de secours, la sécurité civile, les commissariats. Ce qui fait qu'une fois qu'ils ont 16 ans, ils peuvent choisir une antenne. Et du coup, ils ont tout le parcours formatif derrière. Ils connaissent l'association et ils peuvent enfin entamer leur mission de bénévole. Et ils font de l'observation aussi sur nos missions. Super, très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Louise Agathe. C'était ma question. En fait, je voulais vous demander, c'est vrai qu'on rencontre parfois dans nos parcours des jeunes entre 16 et 18 ans
qui ont déjà cette volonté de s'investir pour la société, d'être utile. Et c'est vrai que quand vous avez parlé du fait qu'on pouvait rentrer dans l'association dès 16 ans, voilà, je voulais vous demander comment des jeunes entre 16 et 18 ans pouvaient venir vous rejoindre et sur quels critères. Ben en fait, il faut se dire que la protection civile, c'est un peu calqué sur le modèle des pompiers en France. Je ne sais pas si... Moi, je suis provincial à la base, je suis breton, et on a tous, dans notre village, un centre de secours de pompiers volontaires, on connaît tous quelqu'un qui est pompier volontaire, et ben, la protection civile, c'est un peu pareil. Alors attention, on ne fait pas l'incendie, hein, c'est modulo quelques missions, mais il n'y a pas de pompiers volontaires sur Paris, vu que c'est les pompiers de Paris qui sont militaires, donc c'est que des réservistes. Donc du coup, pour ceux qui ne veulent pas faire leur métier pompier, ils peuvent être à côté et c'est réservistes. Du coup, c'est à partir de 18 ans. Du coup, les associations agréées de sécurité civile, protection civile, Croix-Rouge, etc., elles n'ont pas pris le relais, mais c'est un maillon local qui permet de pallier un peu ça. Et en fait, finalement, on retrouve un peu les mêmes schémas. Les cadets de la protection civile, c'est un peu les jeunes sapeurs-pompiers en France. Et là, on peut rentrer à 16 ans, jeunes sapeurs-pompiers ou sapeurs-pompiers volontaires. On peut rentrer à 16 ans au sein de la protection civile. C'est juste les missions qui diffèrent un petit peu. Mais on est secouristes avec les mêmes diplômes que les majors. Il y a une question, monsieur. On va vous donner le micro. Vous êtes une association, mais est-ce que vous avez une tutelle ministérielle? Est-ce que vous avez dans votre conseil d'administration un ministère qui est représenté? Alors on est bien sûr, c'est le ministère de l'Intérieur qui nous délivre les agréments de sécurité civile. Au sein du conseil d'administration de la protection civile Paris-Seine, il n'est pas représenté, mais en revanche, je pense qu'il l'est sûrement au sein du conseil d'administration de la Fédération nationale. C'est la fédération qui a les agréments et ensuite qui les délègue de manière départementale. Mais effectivement, on est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Ce qui permet les déclenchements, par exemple, et les réquisitions. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une journée porte ouverte dans les locaux? Alors, il n'y a pas de journée porte ouverte, malheureusement. C'est vrai que ce serait une bonne idée. Mais encore une fois, c'est le côté bénévole qui parfois nous limite un petit peu, de mobiliser des gens. En revanche, on essaie d'être présent un maximum sur les journées. Et puis, c'est aussi une question d'attirance. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens qui se mobilisent. Mais du coup, on essaie d'être présent un maximum sur les journées portes ouvertes de nos grands institutionnels, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'on est présent chez les pompiers de Paris quand ils font leur journée porte ouverte à Grenelle. On anime des sessions de formation et on présente nos moyens et un camion. Au forum des associations, on est présent également pour présenter l'association. On avait ramené la moto, le camion, enfin, on essaie de montrer ce qu'on sait faire. Mais non, il n'y a pas de forum ou de journée porte ouverte de nos locaux propres, à proprement parler. Très bien, merci. Merci beaucoup Clément pour... Merci à vous. Pour toutes ces précisions. On va passer au sujet, une nouvelle offre de santé dans le quartier. Et je laisse Louise Agathe le présenter. Alors effectivement, quand on s'est réunis avec les conseillers de quartier, en fait, on avait un petit fil rouge ce soir qui était le service aux habitants du quartier. Donc on a commencé par ce centre social. C'est vrai qu'on l'a beaucoup discuté dans ce conseil de quartier à la réprocession, puisque pendant un moment, comme tu l'as rappelé, il était envisagé qu'il soit plutôt vers la place Kandinsky. Finalement, il sera donc au 133 Falguière qui se trouve, si on regarde, vous savez, les délimitations de nos conseils de quartier, ce centre sera donc sur le territoire juste de l'autre côté de la rue, chez mon collègue Jean-Philippe Pierre, dans le quartier Pasteur-Montparnasse. Mais nous avons tenu quand même ce soir à vous montrer que le sujet avançait et c'est pas parce que c'est de l'autre côté du trottoir que nous ne pourrons pas y aller et en profiter. Donc c'était important pour nous de commencer par cela, vous dire que déjà ce projet dont on vous parle depuis longtemps avance et qui va se faire et qui va se faire juste de l'autre côté de la rue. Alors peut-être que la prochaine réunion avec Sophie sur la restitution, peut-être que ce sera une réunion en commun avec nos collègues du conseil de quartier Pasteur-Montparnasse, parce que finalement c'est un sujet que nous allons avoir en commun.
Ensuite, toujours dans ce fil rouge, service à tous, service aux habitants. La protection civile s'est donc installée dans le quartier et c'était pareil, pour nous important de leur donner une place ce soir pour présenter leur mission, leur rôle. C'est vrai qu'on parle énormément des pompiers de Paris qui sont très importants au jour le jour, mais voilà, on voit parfois les uniformes orange et bleu passer et puis là, c'était vraiment l'occasion de les présenter et de leur donner une place et de leur dire vraiment bienvenue dans le quartier et merci pour tout ce que vous faites. Et enfin, donc, l'offre de santé. C'est vrai que la santé, c'est quelque chose dont on entend énormément parler. On nous parle de plus en plus de déserts médicaux, de difficultés à trouver des médecins. Et donc, ce qu'on veut vous montrer, c'est que vraiment la mairie du 15e est dans une démarche vraiment d'accompagnement des praticiens pour essayer de leur permettre de continuer à exercer dans nos quartiers à Paris. Et donc, dans le quartier ici, Alray-Procession, nous avons donc 3 structures dont je voulais vous parler ce soir. La première structure, c'est un cabinet médical qui va ouvrir ses portes au 15 rue Victor Duruy. D'accord ? Donc ce cabinet médical, comme vous pouvez le voir, donc c'est un cabinet qui va regrouper, qui va être pluridisciplinaire, d'accord ? On est sur 210 mètres carrés, donc c'est quand même un bel espace. Et donc dans ce cabinet, vous allez pouvoir retrouver un orthophoniste, un kinésithérapeute, un médecin généraliste qui est en secteur 1 et 3 infirmiers. Donc vous voyez, on est vraiment sur des domaines qui sont recherchés, dont les habitants ont vraiment besoin. Je pense notamment aux médecins généralistes. C'est vrai qu'on a souvent des médecins généralistes qui commencent à approcher de leur retraite et on se dit oh là là, quand mon médecin généraliste va prendre sa retraite, où est-ce que je vais bien pouvoir aller ? Donc voilà, on est très heureux de pouvoir accueillir ce centre, ce nouveau cabinet médical donc au 15 rue Victor Duruy. Et ce cabinet, donc c'est la dernière petite ligne, hein, il a été soutenu par une subvention de 67 500 € destinée à financer une partie de l'équipement et des travaux nécessaires à son installation. Donc il y a un vrai accompagnement financier pour permettre à nos praticiens et à nos médecins de bien rester dans nos quartiers. Ensuite, le deuxième, en fait, c'est plutôt un agrandissement et un pôle un peu d'excellence qui va ouvrir. Donc, on a appelé ça le cardiopôle. C'est un agrandissement des services d'urgence cardiologique à l'hôpital Necker. Donc, c'est au 11 rue Ivard. Il a ouvert mi-septembre, d'accord ? Et la clinique Alray-Labrouste a récemment aussi déposé un permis de construire pour un agrandissement de 800 mètres carrés pour un centre de rééducation cardio-respiratoire. Donc en fait, entre la clinique Alray-Labrouste et ce centre côté rue Ivard, en fait, on a appelé ça le cardiopôle, puisque là, on est sur 2 implantations vraiment pour travailler, accompagner toutes les personnes qui ont des besoins dans le domaine des maladies cardiaques. Et puis donc, notre dernier pôle santé, on va dire, c'est la maison sport et santé. Elle a été ouverte en octobre 2023, non pas sur notre site, mais boulevard Lefebvre, donc sur le quartier Brassens, d'accord. Elle a été ouverte en conjointement avec la ville et l'agence régionale de santé. Elle est au 100 boulevard Lefebvre actuellement. Et cette maison sport santé, en fait, elle est là pour... Alors, pour pouvoir y accéder, il faut être recommandé par un médecin. C'est pas un endroit où on peut aller spontanément. Par contre, c'est vraiment un endroit d'excellence pour toutes les personnes qui ont un véritable besoin, souffrant d'affections longue durée, atteintes de maladies chroniques, et pour lesquelles l'activité physique est vraiment primordiale. Et c'est pour ça que ça s'appelle une maison sport santé. C'est parce que vraiment, ça va être le sport au service de la santé. D'accord ? Et pourquoi on vous a parlé de ça ce soir ? C'est parce que cette maison sport santé va venir chez nous. Elle va déménager. Elle était provisoirement au 100 boulevard Lefebvre et elle va arriver rue Falguière avec notre centre social. Donc cette maison sport santé va venir s'implanter dans le quartier. C'est pour ça qu'on voulait aussi vous en parler ce soir. Donc voilà les 3 grands pôles qui vont arriver au niveau de la santé pour améliorer toujours l'accès aux soins et à la santé dans le quartier. Merci beaucoup Louise Agathe. Tu avais une question ? Ok. Bon, on n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses. Mais on peut essayer. On va essayer. À nous 3, on va essayer de répondre. En réunion préparatoire, tu as parlé du fait qu'il y avait un médecin généraliste, un centre de santé ouvert le dimanche. Oui. C'est lequel des 3 ? Alors, ça, c'est autre chose. C'est pas sur notre secteur, mais c'est vrai que c'est hyper important. Merci beaucoup pour la question. Donc, on a ouvert rue Tiphaine. C'est la petite rue qui est derrière le Monoprix de la mode Piquet-Grenelle. Dans cette petite rue Tiphaine est ouvert un centre de santé
qui a été ouvert par SOS Médecins. Ce centre de santé est ouvert le soir et les week-ends. Donc là, vous avez la possibilité de voir un médecin pour les personnes qui en journée, ou parfois même on a une urgence, hein, il suffit qu'il y ait une personne qui tombe malade le samedi, le dimanche, le médecin généraliste n'est pas forcément ouvert. Bon ben voilà, là vous avez une possibilité de pouvoir voir un médecin, c'est SOS Médecins qui a cette structure, donc c'est vraiment quelque chose auquel voilà, il faut penser maintenant, ça c'est vrai, est une vraie avancée, on est vraiment, vraiment ravis de pouvoir les accueillir. Quel numéro, rue Tiphaine ? 12 rue Tiphaine. Merci. Ok, merci. Ah oui, je l'ai dit à nous tous, on va trouver les réponses. On va passer le micro pour que ce soit bien enregistré, qu'on entende bien, madame. C'est une très bonne information. Alors, nous avons, mon mari et moi, notre médecin étant parti à la retraite, nous avons trouvé un super centre au 4 rue du Docteur Roux. C'est pratiquement en face de l'église Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Ils vous prennent 7 jours sur 7. Parfait. Alors, il y a, pour l'instant, pour les yeux, il y a un cardiologue, il y a des médecins généralistes. Et c'est vrai que c'est quand même bien pratique. Ils sont sur Doctolib et vous pouvez les joindre à tout moment. Ah bah, merci beaucoup, madame. Voilà. Merci. Oui. Bonsoir. Je voudrais savoir quelle est la logique d'implantation de Cardipôle ou Cardiopôle. Cardiopôle. Parce que comme pôle d'excellence, et je suis bien placé pour le savoir, je peux vous dire, Georges Pompidou, c'était déjà le top. Et je croyais que Necker, Pompidou, Cochin appartenaient au même groupe avec la rééducation à Corentin-Selton. Alors je voudrais savoir comment s'organise la santé à Paris pour implanter dans le 15e, là il y a déjà Necker, un Cardiopôle. Voilà, merci. Eh bien, c'est une excellente question. C'est une question pour laquelle je ne suis pas spécialiste et malheureusement, je suis désolée, Monsieur Besnier, je n'ai pas la réponse. Désolée. Bon, je pense que on va clôturer notre réunion. Oui, déjà. On a été bon aujourd'hui. Oui, madame, il y a un micro juste à votre gauche. Sujet, mais c'est juste une interrogation au moment où les travaux du conservatoire avancent, vont se terminer après 2 ans. Bon, moi, je suis assez ancienne dans le quartier, donc j'ai vu cet endroit se construire, se dégrader, être détruit. Je le vois se reconstruire. Comment prévoyez-vous pour éviter qu'il se dégrade à nouveau ? Parce que lorsque, voilà, je sais, c'est en train de s'installer. Moi, personnellement, depuis longtemps dans le quartier, le soir, je ne passe plus par là. Donc maintenant, j'espère que je pourrai y passer. Mais c'est un endroit tellement agréable, avec la végétalisation qui, j'espère, va être entretenue. C'est un endroit très agréable pour se retrouver aussi au moment de la vie nocturne, qui est assez active dans le quartier. Voilà, je voulais savoir un peu si la mairie était... Oui, bien sûr. En fait, je pense que c'est un petit peu ce que disait Monsieur le maire tout à l'heure. En fait, l'idée, là, c'était vraiment de détruire toutes ces dalles, tous ces parcours sombres, ces recoins, de créer vraiment un espace ouvert, beaucoup plus calme, apaisé. Ça va forcément jouer aussi à un moment sur la lumière. C'est quelque chose qu'on évoque assez souvent avec les conseillers de quartier. Le fait d'avoir une lumière suffisante, déjà, c'est beaucoup plus sécurisant de voir où on est et de voir sur qui on va tomber. Donc, assez longtemps, oui, et je suis d'accord. Et c'est vrai que sur le côté Alray, il y a eu beaucoup de pannes ces derniers temps. On en est bien conscient. À chaque fois qu'il y a une panne, il faut bien vous dire que nous, c'est systématiquement notifié à la société qui gère ça. Et la société nous répond, nous recherchons la panne et on vous tient au courant dès que possible. Et très souvent, c'est un transformateur qui a un problème. C'est quasiment à chaque fois ça. On est sur des équipements qui commencent à avoir de la vétusté. Il faut les changer régulièrement. Et là, on a été vraiment sur une grande période de panne liée à ces vétustés. Mais ensuite, bien évidemment que si autant
parce que vous le savez, hein, c'est un projet qui coûte extrêmement cher. Bien évidemment que si on met ce prix-là pour la rénovation de ce quartier, c'est certainement pas pour ensuite le laisser à l'abandon et repartir vers des vieux travers. L'idée, ça va être au contraire, bien sûr, de faire tout ce qu'on peut, les moyens que nous avons à notre disposition pour... Vous le savez, on en parle beaucoup pour sécuriser, parce que je sais que c'est au cœur de vos préoccupations dans le quartier, d'essayer d'apporter un maximum de sécurité. Et ça va passer par la végétalisation, par la lumière, comment est-ce qu'on va éclairer ce quartier, et puis aussi par le fait qu'on va donner un nouveau souffle et une vie quand même plus agréable là, quand tous ces travaux vont être terminés et que vous allez retrouver un espace beaucoup plus apaisé, on va dire. Florian, si tu veux. Oui, bien sûr. Je veux bien dire un mot. Bonjour à toutes et tous. Ce que vous dites, j'ai l'impression que la Réunion, elle fait on peut repartir au début de la Réunion aussi, parce qu'en fait, le fait qu'il n'y ait pas eu de centre social pendant longtemps dans le quartier, depuis que le CMC Asile a fermé, fait aussi qu'il y a eu un certain nombre de gens qui étaient laissés à l'abandon et que la sécurité, ça marche sur deux jambes. On dit toujours ça. La sécurité et la prévention. Pour la partie sécurité, il faut savoir une chose. Comment ? La sécurité, elle est là. C'est-à-dire, elle est là ? Il y a des rondes qui passent, vous avez des... Oui, mais quand on parle de dégradation ou effectivement de gens qui sont... Oui, mais ça, ce sont les jeunes, les dealers et les jeunes mais qui c'est sont ce que là. je dis, j'allais y venir. En fait, je dis, la sécurité marche sur deux jambes. Il y a la question parfois de la criminalité et effectivement de trafic de drogue. C'est une réalité. Elle est très forte dans ce coin. Et pour ça, ce que je veux signaler, c'est que moi je déplore que dans le 15e, on ait perdu 50 effectifs de police. Puisque ça relève de la police nationale. Et il y a à peu près 250... On en a touché 60 à 80. Non, il y a 250 policiers à peu près dans le 15e. Et ça, c'est une question de service public, et c'est les services publics qui s'effondrent. De l'autre côté, dans ce quartier, on a combiné cette question-là, qui est nationale, qui est due à personne des municipalités, ni de l'hôtel de ville, ni de la mairie du 15e, qui est due au ministère de l'Intérieur, qui affecte les policiers. Et par ailleurs, depuis presque 10 ans maintenant, on n'a pas eu de centre social. Et on s'est battu parce que le centre social a été réellement rapté. On ne va pas revenir sur les différents épisodes, etc. Et honnêtement, c'est un combat que ça n'a pas été un combat gauche-droite sur la question, parce que ce soit la maire de Paris, le maire du 15e, les conseillers municipaux de droite et de gauche qui sont ici à la tribune, on a toujours été dans le même sens pour dire qu'il faut se battre pour qu'il y ait un centre social qui renaisse dans le quartier. Et c'est vraiment hyper important qu'aujourd'hui, ça arrive et qu'il y ait eu cette présentation, c'est très important. Et c'est très important, et c'est pas hors sujet, c'est vraiment la question de la civilité, je dirais, effectivement de l'espace public qui nous appartient à tous, qu'on va rendre plus beau et plus agréable, avec tout un tas de services qui ont été évoqués, et avec aussi les travaux d'embellissement qui sont encore à venir. Effectivement, on sait bien, je crois que c'est pas le maire de New York, je crois qu'il disait que quand il y avait quand quelqu'un laissait un mouchoir et puis qu'on laissait un autre s'accumuler, puis un autre s'accumuler, eh bien, évidemment, ça s'accumule. Quand on a un cadre de vie agréable, on est déjà incité à en prendre soin. Ça ne suffit pas, on le sait. Moi, je réclame tout à fait qu'il y ait une sécurité suffisante dans l'arrondissement et que la police nationale fasse son travail vis-à-vis des trafics de drogue. Je dis que par ailleurs, ça dépend de la prévention aussi, et que quand on a eu une jeunesse, parfois dans des situations sociales complexes, sans du tout travail, ou avec très peu de travail social dans cet endroit-là, parce que le centre social, encore une fois, avait été rapté par notamment le groupe SOS qui avait fait main basse sur le local. C'est ça qui s'est passé, hein. Et M. Goujon l'a dénoncé, et moi aussi, fortement. Et ça a mis tout ce temps-là parce qu'il a fallu recréer un projet et que c'est compliqué. Et aujourd'hui, on a vraiment cet espoir-là. Donc, je pense qu'il faut tous y participer, toutes les structures qui ont été présentées, et que c'est... voilà, mais il faudra être vigilant, j'en suis bien d'accord, pour dire comment on fait pour que ce ne soit pas à nouveau dégradé. C'est prendre le soin de l'espace public et prendre le soin du vivre ensemble. Voilà.
Et le garder propre possible. Ça va aussi avec une éducation à la citoyenneté. Et donc, voilà, un centre social, c'est aussi... Et pardon, mais moi, ça m'a choqué ce que vous avez dit tout à l'heure en disant merci, heureusement que c'est pas... Je pense que c'est pour d'autres raisons que c'est pas à cet endroit-là. D'ailleurs, j'espère qu'à un moment donné, il y aura aussi une antenne ou une prolongation du centre social sur la place Kandinsky, parce qu'un centre social, ça n'amène pas des nuisances, bien au contraire. Voilà, bien au contraire. Et en tout cas, je suis heureux qu'il naisse et que ce soit le début aujourd'hui de ça. Je disais ça parce que notre immeuble est ouvert aux 4 vents. Oui, mais pas un centre social. Mais un centre social, ça n'amène pas des nuisances, c'est l'inverse. J'ai écouté les locataires. Tous les locataires, à 95%, m'ont dit non. On a suffisamment d'intrusions. Les locataires, ce n'est pas des spécialistes du centre des centres sociaux. Les locataires subissent beaucoup plus que vous l'intrusion de squatteurs, de dealers dans leurs escaliers. Mais quel raccourci vous faites? Il n'y a pas des squatteurs et des dealers dans un centre social. Le centre social dans leur immeuble... Le centre social va véhiculer plus de passages dans leurs escaliers qui sont suffisamment pris d'assaut par ces squatteurs et ces dealers. Merci, Carole. Je pense qu'il faut vivre dans notre immeuble pour le comprendre. Non, bien sûr. Ouais. Merci, Carole. Une dernière question, madame? Moi... Oui, je vous écoute. Vous m'entendez là? Oui. Mais c'était un peu ce que dit Carole, c'est-à-dire que est-ce que les gens qui sont en train de dealer chez nous sont intéressés par le centre social? Je suis pas sûre. Par des cours de couture, je pense pas, non. Hein, donc des cours de couture, un centre social. Non, mais non, je vous assure. C'est honteux de dire ça. Nous verrons bien. Mais ça va pas marcher si on fait ça. Donc si vous êtes président d'une association de locataires importante, il faut qu'on collabore à ce projet. Tout à fait. Je rencontre Sophie lundi 15. Pas de dire on va faire des cours de couture et les dealers n'iront pas aux cours de couture. Non, s'il y a des dealers, c'est parce qu'il n'y a pas de travail social dans le quartier depuis. Non. Par ailleurs, on fait un centre social, on sait que c'est bien plus que des cours de couture. Pas cette caricature, pardon. Pourtant, nous travaillons avec les parents, je les connais, les parents de ces enfants. Il y a des propositions qui sont faites. Mais là, l'idée, c'est qu'il y a un centre social qui arrive, on va rester positif. Oui, on est ravis qu'il ne soit pas implanté chez nous, il n'y a pas de raison de nous en vouloir. Qui plus est, ce centre social était prévu sur les locaux collectifs résidentiels qui sont juridiquement, qui reviennent aux locataires d'un immeuble HLM. C'est tout. Il n'y a pas à nous en vouloir parce que nous avons souhaité que le centre social s'implante ailleurs que dans notre immeuble qui est déjà suffisamment pris d'assaut avec 4 niveaux. Moi, j'ai eu 3 plaintes pour dégradation, vol de cave en une semaine, tentative d'effraction à mon domicile, etc. Donc 3 en une semaine. Vous trouvez ça normal? Notre immeuble est ouvert aux 4 vents. Nous avons un seul escalier. Bien sûr, du -4 au 17e étage. Cet escalier, qui sert aussi d'escalier de secours, aurait été forcément pris d'assaut par la sortie de secours du centre social qui est dans notre immeuble, qui était prévu d'être implanté dans notre immeuble. Donc il n'y a aucune raison de me culpabiliser parce que je souhaitais que ce centre social soit implanté ailleurs en respect des locataires, de la vie des locataires de notre immeuble. Merci. De toute façon, ce centre social aura lieu, sera implanté à 1 minute à pied de notre domicile. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi Merci, Carole. Vous me parlez comme ça. Bon. Je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous.